Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des conduites à risque dans les sports de montagne. Je m'appelle Alicia Kess, je suis en deuxième année en STAPS, filière APA. Et moi c'est Maëlle Causemans, aussi en deuxième année, filière management. Le parapente est une activité sportive ou de loisir permettant la pratique du vol libre. C'est un sport aérien dont la conception initiale s'inspirait du parachute. Le déplacement se fait avec une voile. Le parapente est considéré comme un sport à risque. Le risque est classiquement défini comme le produit de la probabilité d'occurrence d'un événement et de ses conséquences néfastes. Pourtant, les désignations de l'activité sportive risquée s'attachent plus à la conséquence qu'à l'occurrence. Plusieurs sports sont qualifiés de risques, comme le parapente, ne sont pas des sports impliquant beaucoup d'accidents inversement aux sports traditionnels représentant le gros de l'accidentologie. C'est une manière de considérer le danger selon Soulet et Corneloup. Dans le cadre du parapente, nous allons interviewer Julien Garcia pour comprendre mieux le risque lié à cette pratique sportive. Bonjour, donc je m'appelle Julien Garcia, je suis conseiller technique sportif, c'est un professeur de sport placé auprès du ministère des Sports et notamment auprès de la Fédération française de vol libre. Donc j'exerce des missions d'entraîneur au pôle sport de parapente donc de Font-Romeu depuis déjà 4 ans. J'ai en charge donc l'entraînement, bon an mal an d'une quinzaine, une dizaine de jeunes sur des niveaux de compétition donc, qui vont du national à l'international. Voilà. Ok, super. Et vous-même, vous pratiquez aussi le parapente? Oui, je pratique effectivement l'activité depuis que j'ai 16 ans, j'en ai maintenant 34, donc on peut commencer à dire que ça fait un bout de temps. J'ai été quelques petites années en équipe de France, jamais avec un niveau vraiment international si élevé que ça, meilleur résultat en Coupe du Monde, je pense que ça doit être 26e, deuxième une fois sur une manche, mais enfin globalement avec un passé de sportif qui est largement derrière moi maintenant. Est-ce que vous avez pris plus de risques quand vous étiez jeune? Alors ça, c'est une question qui renvoie à effectivement différentes thématiques. Déjà, la définition du risque. Bon, il y a des différentes classifications donc, sur le risque, mais globalement, celle que je choisis de retenir, c'est vraiment celle où globalement on définit le risque selon deux axes. La probabilité d'occurrence d'un risque, donc ça veut dire la chance qu'un éventuel problème arrive, et ensuite tout de suite sa gravité. Donc c'est sûr que plus jeune peut-être on a moins conscience de la gravité des choses qui peuvent arriver, et en même temps on n'a pas l'expérience non plus pour vraiment évaluer les occurrences de ces risques. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'effectivement plus jeune, mais pas tellement parce qu'on est tête brûlée, mais simplement parce qu'on est un petit peu moins expérimenté dans l'activité, on peut effectivement arriver à prendre plus de risques. Il y a un autre paramètre qui me semble intéressant pour répondre à cette question, c'est un petit peu le profil de personnalité. Donc de personnalité, en psychologie, on arrive à classifier effectivement les individus en fonction de leur personnalité, donc des sujets très téliques, très paratéliques, donc en fonction de vraiment la façon dont ils aiment prendre le risque. Et on a vraiment l'espèce de conception où on peut se dire plus on est jeune et plus on est attiré par ce genre d'activité, plus on est attiré par cette espèce de goût du risque. Très honnêtement, je le crois pas. Je le crois pas, et moi j'aurais tendance à dire que aujourd'hui j'ai la même envie et le même curseur par rapport à cette prise de risque, mais par contre, effectivement, l'expérience fait que peut-être j'en prends un petit peu moins aujourd'hui. Les prises de risques sont fréquentes chez certains adolescents qui vont rechercher le sens de leur vie à travers de nouvelles sensations plutôt que de trouver ces sens dans des activités symboliques ou créatrices. Recherche de containing des limites d'autonomie à l'adolescence. Expérimentation de son nouveau corps dit à ses lui. L'accident est l'aboutissement plus ou moins probable, plus ou moins grave, d'un épisode comportemental amorcé en vue d'atteindre un but. Un comportement est dangereux s'il rend l'accident possible. Ceci demande l'examen des variables de personnalité qui facilitent le choix de comportements dangereux.
Est-ce que le parapente est un sport à risque ou pas? Alors, oui, enfin, la classification que je donnais tout à l'heure, elle est très intéressante, hein. La gravité d'un événement et son occurrence et sa probabilité d'occurrence. C'est sûr que quand on regarde l'accidentologie, donc qui est inhérente à notre activité, on ne peut pas nier qu'il y a des événements graves qui arrivent et sur une échelle d'occurrence plus ou moins restreinte. Donc effectivement, c'est un sport à risque. Par contre, c'est intéressant donc parce que l'occurrence des accidents qui, qui s'y déroulent sont relativement élevées par rapport à d'autres disciplines, et aussi parce que la gravité des accidents qui en découlent sont aussi parfois problématiques, parfois importantes. Et donc pour cette raison, on peut parler effectivement d'une activité à risque. Pour citer des exemples très concrets, l'accidentologie en France, c'est bon an, mal an, 10 morts par an. Donc ça représente effectivement une cause de mortalité sur 36 000 licenciés. Et la probabilité qu'un tel événement arrive est non négligeable, puisqu'on a répertorié à la fédération un certain nombre d'incidents de vol. C'est intéressant de noter que dans la classification des sports à risque, on distingue vraiment le sport à risque du sport extrême. C'est absolument pas la même chose, hein. On n'est pas sur une classification de la sensation qu'apporte le sport. On est sur une classification du type de risque qu'apporte le sport. Et on serait peut-être surpris si effectivement on étudie les statistiques d'autres sports qui ne sont pas extrêmes et qui pourtant sont extrêmement accidentogènes et donc extrêmement risqués. Pénin qualifie les sports à risque d'activités où la mort n'est pas seulement symbolique ou euphémisée, mais envisageable en cas d'erreur technique ou matérielle. C'est la mise en jeu de la vie, et pas seulement de l'intégrité corporelle du pratiquant, présente dans toute activité, qui constitue à ses yeux la véritable variable discriminante. Le parapente est alors défini comme une activité sportive à risque par excellence. Le sport extrême est une notion, pas un concept. C'est une création médiatique. Pour le Breton, la mort est tutoyée lors de la pratique des sports extrêmes, à travers la rencontre des frontières naturelles, corporelles ou psychologiques. Franchissant parfois ses propres limites, l'individu sollicite son corps au-delà de ses ressources, cherchant à en éprouver la limite extrême. Le sport à risque est associé au danger. C'est une menace, l'événement dommageable, susceptible de se produire. Prenez-vous plus de risques lorsque vous voulez en groupe? Alors ça c'est une super question parce que effectivement on a deux approches de la prise de risque aujourd'hui. On a les approches, selon moi, on a les approches qui sont vraiment très très psychologisantes. Donc ça veut dire on va essayer de réduire la prise de risque de nos pratiquants en essayant de faire de la prévention sur leur mental, sur la façon dont ils raisonnent eux-mêmes, sur leur psychologie. On essaye d'influer sur la pensée des gens et de les faire, entre guillemets, se remémorer, mais pas eux-mêmes. Mais vous savez quoi? Les gens qui sont morts en oubliant de s'attacher, ils n'ont pas fait exprès d'oublier de s'attacher. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important à comprendre. Et du coup, pour répondre très concrètement à la question, moi je suis fan vraiment des approches qui ne sont non pas psychologisantes, mais qui sont systémiques, qui s'attachent à modifier le système en entier. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec le collectif? Pour répondre très concrètement à la question, on peut tout simplement mettre en place un système de procédure croisée des attaches. Ça veut dire, toi tu vérifies mon attache, et moi je vérifie ton attache. Et si on fait ça de façon routinière, si ça rentre dans un système, eh bien, globalement, on n'est plus sur une approche psychologisante, on n'est plus sur l'individu, on est sur le collectif. Et en fait, le collectif, il permet, ça c'est prouvé, il permet vraiment de réduire les accidents. Et de toute façon, c'est un secret pour personne. Toutes ces approches collectives dans le ski de randonnée, dans toutes les activités risquées, en escalade, en montagne, toutes ces approches collectives, elles ont un impact très positif sur la réduction du risque. Donc je pense qu'il faut vraiment adopter ces approches vraiment beaucoup plus systémiques et collectives.
Quel est votre motif pour prendre un risque? Ça c'est pareil, et je crois que cette question est vraiment, en termes de psychologie, elle est très très reliée à la motivation, à ce qui nous pousse à agir. Il y a un vieux modèle qui a fait date dans les études scientifiques et dans le champ des stats, c'est le modèle de l'expectation-valence. J'aime bien l'utiliser toujours, parce que je pense qu'il fait sens. On prend un risque parce qu'à un moment donné, on considère que la valeur de l'objet qu'on va gagner en prenant ce risque, elle est supérieure à la probabilité de se faire mal ou de effectivement voir se dérouler quelque chose de dommageable en fait. Voilà pourquoi on prend un risque. Et aujourd'hui, c'est vrai que je prends plus les risques pour la même raison que lorsque j'étais jeune, donc ça rejoint un petit peu votre première question. Je ne vais pas prendre un risque pour la performance, j'y accorde plus d'intérêt à la performance, ou très peu d'intérêt pour la performance personnelle. Par contre, s'il s'agit effectivement d'aller mieux me placer pour surveiller un jeune, mais il faudrait en venir à accélérer un peu plus fort, à sauter par-dessus une montagne qui me semble un peu difficile, ouais, je le ferai plus volontiers parce que c'est quand même pour surveiller un jeune, c'est quand même dans le cadre de mon travail, et du coup, j'y accorde une valeur qui est plus importante. Je pense que ce modèle permet de répondre vraiment très très bien à la question, de façon individualisée. La motivation est une variable censée rendre compte de la direction du comportement, de l'intensité du comportement, de l'effort fourni, de la persévérance face aux obstacles, de la concentration, donc l'engagement cognitif. La motivation des individus qui poursuivent un but impliquant l'ego dépend de leurs compétences perçues, c'est la perception assez stable que l'individu a de lui-même, relative à son niveau dans une activité. Selon Famos, la prise de risque peut être motivée par la recherche du sentiment de compétence. Dans cette logique, l'intensité du risque perçu dépend du sentiment de compétence du sujet, lié à la confrontation entre la difficulté de la tâche et l'habileté qui s'attribue. Boué relève au niveau motivationnel les sources susceptibles de générer la prise de risque en sport, et notamment le besoin d'affirmation de soi et le besoin de domination de la peur. Julien, il a plutôt une motivation extrinsèque. Donc en fait, il va se mettre dans une situation plus difficile pour observer son élève, pour éviter certaines conséquences, ou pire, la mort. Grâce à Julien Garcia, nous avons pu voir que la prise de risque dans le parapente est l'un des points importants dans cette discipline. Toutefois, le parapente doit être pratiqué avec précaution, et même en étant professionnel, l'accident est vite arrivé. Merci à tous.